Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est de quoi on parle. Mais vraiment, de quoi on parle. Parce que je lis dans l'introduction qu'on parle des personnes étrangères, de la politique d'accueil des personnes étrangères. J'ai entendu le titre, c'est Migration du forum, et j'ai entendu tout à l'heure parler alternativement de migrants et d'exilés. J'ai entendu aussi, alors nous sommes ici dans un forum a priori altermondialiste, du moins beaucoup de gens sont altermondialistes, et la mondialisation a des avantages et des inconvénients. Si on part du fait que l'immigration ont toujours existé, il paraît que l'humanité vient d'Afrique, donc ça veut dire qu'il y a eu des mouvements migratoires, et que entre le milieu du 19e siècle et la Première Guerre mondiale, il y a eu 50 millions d'Européens qui ont migré, 50 millions d'Européens qui ont quitté le continent européen, et ça a été la plus forte migration de la période moderne. Où on en est aujourd'hui? On en est grâce ou à cause de la mondialisation, un nombre croissant de personnes se déplacent à travers le monde. On dit que chaque année, 1,3 milliard de personnes vont d'un pays à l'autre. 1,3 milliard pour des motifs divers et variés. Je ne parle pas de migration là, hein, je parle de déplacement. Hein. Donc 1,3 milliard de personnes. En 1950, le nombre de ces personnes était de 25 millions. Ce nombre augmente chaque année de 50 millions. Comment voulez-vous que les migrations internationales ne soient pas concernées par la question? Forcément, il y a de plus en plus de migrations internationales. Et je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez ou vous avez des enfants qui ont été faire leurs études ici, là-bas, ailleurs, hein, travaillent ici, là-bas, ailleurs. Hein. J'entendais une amie qui m'expliquait que ses enfants allaient partir en Australie, s'installer en Australie, d'autres vont en Amérique du Sud, d'autres vont au Canada, d'autres vont aux États-Unis, etc., etc. Nous avons la chance de pouvoir migrer. Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays, le pays où il est né, pour aller vivre ailleurs pour une période supérieure à 1 an. Ça veut dire qu'il y a des migrations durables et des migrations temporaires, notamment des migrations temporaires pour des raisons d'études. De plus en plus de jeunes Français, de jeunes Européens vont faire leurs études ailleurs. Et c'est une chance, et c'est tant mieux. De plus en plus de jeunes Chinois, de jeunes Indiens viennent faire leurs études en Europe. Et c'est une chance, et c'est tant mieux. De plus en plus de ces jeunes étudiants rencontrent l'âme sœur, si je puis me permettre de le dire comme ça, dans la ville où ils font leurs études. Ça fait de plus en plus de mariages mixtes. Ça fait une société, on l'appelle comme on veut, mais je vais le dire simplement, multiculturelle. Et c'est l'avenir du monde. Il y a aujourd'hui 258 millions de migrants internationaux. Alors, quand je parle de migrants internationaux, moi, je me tiens à la définition de l'ONU. Elle a le mérite d'être simple, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Et ça ne se confond pas avec un étranger. Un étranger, il peut vivre sur le territoire français, par exemple, avoir des enfants sur le territoire français, ne jamais migrer. Un migrant peut prendre la nationalité française, et c'est le cas, au bout de 5-10 ans, de la très grande majorité d'entre eux. Et un migrant de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, ça n'existe pas. Hein, il n'y a que pour les ressortissants des ex-colonies qu'on s'est mis à parler des immigrés de la deuxième, de la troisième et de la quatrième génération. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Je vais faire ma caricature habituelle, excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu. Nicolas Sarkozy était un immigré de la deuxième génération, son père était hongrois. Manuel Valls, qui va peut-être repartir là où il est né, lui est né espagnol et c'était un migrant. Hein, il va peut-être remigrer vers son pays d'origine, mais tant mieux d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais je ne suis pas sûre que les Barcelonais vont l'accepter. Bon, plus sérieusement, sur ces 248 millions de migrants internationaux, il y a 80 millions de migrants d'origine asiatique. C'est normal, c'est le continent le plus peuplé du monde, 4,5 milliards d'habitants.
Il y a 60 millions d'Européens. Je suis tombée sur un chiffre qui m'a beaucoup amusée. Il y a aujourd'hui 9 millions de migrants d'origine africaine qui vivent en Europe, mais il y a 7 millions d'Européens qui vivent en Asie. 7 millions d'Européens qui vivent en Asie. Ce sont des migrants. On n'en parle jamais, mais ce sont des migrants. Il y a 36 millions de migrants d'origine africaine. 36 millions. Mais la majorité de ces migrations sont des migrations intra-africaines et de plus en plus dirigées vers les pays du Golfe, y compris pour faire leurs études, puisqu'on leur ferme la porte. Ils vont faire leurs études en Arabie Saoudite maintenant. Je ne sais pas quelle génération on prépare pour l'Afrique. Je trouve qu'on marche quand même un tout petit peu sur la tête en laissant faire ça et en fermant les yeux devant ça. Alors, vous allez me dire, on a vu dans les journaux tout ce qui se passait, on nous a parlé de crise des migrants. Non, il n'y a pas eu de crise des migrants en Europe. Il y a une crise des réfugiés qui est une crise mondiale, mais qui n'a pas touché l'Europe ou à peine touché l'Europe. Oui, il y a 1 million de personnes qui ont traversé la Méditerranée en 2015. Il faudrait s'interroger sur pourquoi il y a eu un brusque mouvement de la Turquie vers la Grèce et qui a immédiatement cessé au moment où l'Union européenne et la Turquie ont conclu un accord. Immédiatement, c'est magique quand même, les mouvements migratoires, on sait tous que ça se ferme comme ça, paf, du jour au lendemain. Arrêtez de rigoler, excusez-moi, mais la Turquie c'est un pays policier, militarisé, donc les migrants sont partis et ont été stoppés parce qu'il y a eu une volonté de la Turquie de faire partir ou de bloquer les migrations. On ne modifie jamais les mouvements migratoires, enfin on ne bloque jamais les mouvements migratoires. On ne fait que les dévier. On parlait tout à l'heure d'Agadès, l'exemple d'Agadès est quelque chose d'extraordinaire. Agadès, on a bloqué la route migratoire, les routes migratoires ancestrales qui passaient par Agadès, moyennant quoi les trafiquants, les passeurs passent en plein désert. Et le nombre de morts dans le désert augmente. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'il semble qu'il y ait 2 fois plus de morts dans le désert qu'il y en a eu en Méditerranée. Et on parle de 40 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000. Donc on a des politiques qui sont mortifères. Et oui, l'origine de ces politiques sont des politiques européennes. Mais ces politiques européennes, il faut s'interroger là-dessus. C'est quoi les politiques européennes? L'Union européenne, c'est un multilatéralisme un peu particulier. Mais c'est un multilatéralisme dans lequel on est totalement partie prenante. Nos gouvernements sont totalement partie prenante. Et la France est en première ligne sur la définition des politiques européennes en matière migratoire, alors qu'elle n'a pas été concernée, ou à peine, par la crise de 2015. Il y a eu plus de 3 millions sur la période 2014-2017 de demandeurs d'asile. Les 2 tiers ont été accueillis en Allemagne. Les 2 tiers ont été accueillis en Allemagne. Le nombre de demandeurs d'asile arrivés en France n'a quasiment pas augmenté. Et pire, la France est un des pires pays de l'Union européenne en matière d'acceptation du droit d'asile. On est autour de 35%. Il paraît que ça augmente un tout petit peu. Là. Et ces politiques européennes, elles sont racistes et xénophobes. Pourquoi je dis qu'elles sont racistes et xénophobes? Parce qu'on ne bloque pas toutes les politiques migratoires. Chaque année, 2 500 000 personnes ressortissant de pays tiers à l'Union européenne arrivent sur le territoire européen pour des motifs divers et variés, pour travailler, pour faire des études, par regroupement familial, et aussi les réfugiés qui sont pris en compte dans ces trucs-là. Mais ils arrivent de façon légale. Et nous nous sommes crispés sur les migrants qui sont en situation irrégulière et qui sont devenus en situation irrégulière. Et quand nous parlons des migrants, nous ne parlons que d'eux. Ça n'est pas possible. Ça, c'est ça que je dis, on est asphyxié par le discours ambiant. Oui, nous avons la chance de pouvoir migrer comme nous voulons. Oui, il y a des populations qui arrivent sur le territoire européen et qui n'ont aucun problème. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement des voies régulières sur, comme ils ont dit à l'ONU, je ne me rappelle jamais dans quel sens c'est, sur ordonnées et régulières. Et oui, ce pacte de l'ONU est un premier pas. C'est la première fois que l'ONU se saisit de cette question au niveau international. Donc oui, c'est un premier pas. Bien sûr que ce n'est pas satisfaisant. Bien sûr qu'il y a des choses dans ce pacte qui ne nous plaisent pas. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est que nous ne sommes pas dans un raisonnement qui va du local au mondial.
Nous sommes focalisés, vous êtes focalisés, et je le comprends, sur des luttes locales. Or, ces luttes locales, il faut qu'elles aient des débouchés politiques. Il faut qu'elles aient des débouchés politiques au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Et pour ça, il faut mieux coordonner les choses, mieux travailler. C'est d'ailleurs la demande principale que j'ai entendue au cours des forums précédents. Il faut que les mouvements associatifs apprennent à mieux travailler entre le niveau national et le niveau européen, parce qu'au niveau européen, je n'ai pas le temps d'en parler, mais tant pis, je le ferai peut-être dans les questions. Nous menons des batailles au Parlement européen, mais ces batailles ne sont pas soutenues parce que personne ne sait ce que fait le Parlement européen pour s'opposer aux politiques des États membres. C'est notamment ce qui se passe au niveau de la réforme du règlement dit de Dublin, où le Parlement a une position qui est une position intéressante parce qu'elle permet de modifier un certain nombre d'états du règlement de Dublin 3. Donc je suis persuadée que cette question-là, la révolution démographique dont parle Étienne Balibar, est au cœur de nos préoccupations, doit être au cœur de nos préoccupations internalistes. Je termine parce qu'elle met en cause plein de questions. On pourrait parler, mais ça a été abordé ce matin, des accords de libre-échange avec les pays d'Afrique qui se font au seul intérêt des multinationales. On pourrait parler des politiques de développement qui sont détournées au détriment de politiques sécuritaires. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais je suis sûre que d'autres viendront compléter mon intervention sur des sujets différents, et je suis très contente qu'il y ait quelqu'un du Secours catholique, parce que Caritas a travaillé effectivement sur la question du pacte mondial, et c'est une très bonne chose.